Café IA 3e édition, puisque la 3e édition, on va aborder les enjeux du marketing digital et du e-commerce, après les enjeux de propriété intellectuelle que nous avons vus et de confidentialité. Donc, comme vous le savez, la valeur de l'IA, elle ne réside pas dans le modèle d'IA, mais dans la qualité des données, dans l'infrastructure et dans les usages. Alors, ma première question va aller à Liva. Donc, Liva, j'aimerais que vous vous présentiez, vous nous disiez d'abord qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Alors, bonjour, Livar Levola, je suis vice-président recherche chez Criteo. Criteo qui est une entreprise qui a débuté l'activité du commerce digital, en fait, qui a été un des premiers, un des pionniers dans le domaine. Et en fait, je suis un transfuge de corps. Normalement, je suis enseignant-chercheur à l'université. Donc, toute ma carrière, depuis 2000 jusqu'à 2018, j'étais enseignant-chercheur à l'université. À la suite de quoi, j'ai décidé de venir à Criteo pour découvrir un peu la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans des domaines industriels. Et donc, comme Criteo fait de l'intelligence artificielle depuis le début et depuis la création de l'entreprise, je voulais savoir comment ça marchait pour de vrai. Et donc, j'y suis responsable du laboratoire d'intelligence artificielle. Alors, ça fait 15 ans, semble-t-il, que vous travaillez sur l'IA. Vous êtes précurseur. Vous avez 120 ingénieurs et chercheurs, ce qui est quand même assez rare au sein de ce laboratoire IA. En quoi vous étiez précurseur et qu'est-ce qu'apporte l'IA dans le marketing digital? Ça fait 2 questions en une, mais vous me connaissez. Alors oui, ça fait même 20 ans en fait, que Criteo a été créé. On a fêté les 20 ans il y a quelques temps. Et dès le départ, les fondateurs, en fait, ce qu'ils avaient dans leur poche, c'était un algorithme de recommandation. Donc ils avaient des données, et puis ils se posaient des données. Ils voulaient utiliser ça pour faire de la recommandation de films. Donc ils avaient des données sur quel utilisateur avait vu quel film, et ils voulaient se proposer de faire de la recommandation à des nouvelles personnes. Donc il se trouve que le marché n'était pas prêt. Ils ont décidé de pivoter vers un domaine où ils se sont dit comment peut-on utiliser un algorithme qui permet de faire de la recommandation. Et c'est là qu'ils se sont dit, écoutez, quand on va sur Internet et qu'il y a une page qui se charge, il y a des emplacements qu'on pourrait utiliser pour faire de la publicité et donc pour rémunérer les éditeurs, ceux qui créent du contenu. Et la question, c'est d'essayer de trouver au bon moment et au bon moment et pour la bonne personne la publicité qui était intéressante. Et en fait, les algorithmes qui permettent de faire ça, c'est précisément les algorithmes de recommandation. Et à l'époque, les algorithmes de recommandation n'avaient pas l'étiquette intelligence artificielle, mais en fait, si on regarde un petit peu ce que c'est des algorithmes qui prennent des données, qui sortent des modèles et qui sont capables de faire des prédictions. Et donc, dès le début de Criteo, dès la création, il était question de faire de l'intelligence artificielle. Alors moi, je dis intelligence artificielle ici, mais généralement, je dis machine learning parce que c'est l'endroit d'où je viens et c'est ce par quoi j'ai été formé d'un point de vue scientifique. Mais aujourd'hui, il y a eu un petit glissement sémantique, donc on parle d'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, en fait, recouvre tout ce qui est le machine learning ou l'apprentissage automatique. Alors, merci pour cette précision technique, parce que là, on va commencer à rentrer dans le dur. Yann, ça fait juste 2 ans que vous utilisez l'IA. Donc, iRun a été créé il y a 15 ans. Vous avez démarré de rien, de zéro, il faut savoir le dire aussi. Et vous avez une approche particulière, très humaine, puisque c'est avant tout une aventure collective au sein d'iRun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà les raisons pour lesquelles vous avez commencé à adopter l'IA, donc vous débutez par rapport à Criteo, et comment vous l'appréhendez tout en restant leader? Alors, chez iRun, nous avons voulu intégrer l'IA autour de nos valeurs d'entreprise. Les valeurs d'entreprise chez iRun sont très fortes, tu commences à le savoir. Principalement, nous avons 2 axes, qui est la compétence en interne, puisque nous revendiquons une souveraineté sur nos datas. Je suis désolé, je ne suis pas rompu à l'exercice. Mais tu es parfait, vas-y. Et en parallèle, nous souhaitons conserver en fait la confiance et l'authenticité vis-à-vis de nos clients. Donc en fait, j'avoue que je conserve jalousement nos données, et donc le passage dans les modèles IA nous a demandé en fait d'intégrer des compétences, d'intégrer de la technologie et de bien séparer en fait l'utilisation qu'on fait en interne de l'utilisation qu'on peut faire avec des partenaires, entre autres Criteo, sur les données. Donc en fait, nous avons filé un peu l'intégration de l'IA sur plein d'axes. Nous l'utilisons en logistique, nous l'utilisons bien sûr en acquisition, en recommandation. En ce moment, nous avons gagné un prix, je crois, en janvier. Enfin, mes équipes
on gagnait un prix là-dessus au niveau de la recommandation automatique sur les flux de produits, modification en fait des informations, et nous sommes en test sur pas mal d'autres sujets comme de la génération d'images plus adaptées à partir de packshots existants, d'intégrer de la vidéo à partir d'images, des choses comme ça. Donc en gros, on file de l'IA un peu dans tous les domaines, et on l'a aussi intégré dans quelque chose qui nous permet d'accélérer notre croissance, c'est-à-dire de ne pas détruire de valeur, mais au contraire de nous permettre d'aller plus vite. Donc Iron connaît une très forte croissance ces 2 dernières années. Nous avons quasiment doublé de taille en 2 ans. L'IA, là, dans les jours qui arrivent, me permet par exemple d'ouvrir 3 nouveaux sites avec des nouvelles langues. Oui. Le tout en créant de l'emploi, en créant de la valeur. Donc en moins de 3 ans, on est dans 6 pays. Et à Toulouse. Et à Toulouse, ça c'est important de le rappeler. Donc ce n'est pas destructeur de valeur, mais créateur de valeur, pour autant qu'on fasse de la gouvernance responsable. Ça peut. Ça peut. Ça peut si on est vigilant. Donc la deuxième question. La deuxième question qui arrive, c'est quand je vois une pub, et là c'est pour vous deux, qui arrive sur Internet, qui décide ? Parce que là, les questions qui vont nous tendre un petit peu, c'est toute cette dynamique, traçabilité, consentement, on fait comment ? Qui manipule qui ? Alors, d'abord, il faut peut-être rappeler très rapidement comment ça se passe. Pour l'instant, l'accès à l'information, l'accès au web se fait pour l'instant par des pages web. Peut-être que ça va changer avec tous les compagnons conversationnels, tout ce qui va se passer dans les années à venir. Ça, on ne sait pas encore. C'est une grande question qu'on se pose. Néanmoins, ce qui va se passer quand vous allez sur la page, par exemple, d'un journal, la page d'un site dédié au sport, il va s'afficher des bannières publicitaires. Et en fait, les bannières publicitaires et la publicité fait partie d'un écosystème qui vous permet d'accéder en partie à des contenus de manière gratuite. En tout cas, ce que vous payez, c'est l'attention que vous donnez à ces publicités. Et en fait, ce qui se passe, quand la page se charge, il se passe tout un milliard de choses que vous ne savez peut-être pas. C'est que d'abord, il y a un emplacement qui est à vendre. Et cet emplacement, il est mis à la vente auprès de beaucoup d'annonceurs, en fait, beaucoup de régies comme nous. Et ce qu'on doit faire, en quelques millisecondes, on doit dire, étant donné le contenu de la page, ce qu'on a comme information sur l'utilisateur, on doit estimer à quel point il sera intéressant d'avoir cet emplacement publicitaire. Et donc, ce sont des algorithmes de machine learning qui décident de l'intérêt de cet emplacement publicitaire. Une fois et donc pour ensuite acheter cet emplacement publicitaire, il y a une enchère qui se passe. Donc une enchère comme ce que vous voyez dans les films quand les gens lèvent la main en disant j'achète à 10 000, à 20 000, sauf qu'il n'y a qu'un seul tour et c'est une enchère scellée. Donc on envoie une enveloppe avec le prix, et si on a mis le bon prix, le prix le plus haut, on gagne l'enchère. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit trop, parce que si c'est trop, on gagne l'emplacement, mais on perd de l'argent sur la publicité. Et ensuite, une fois qu'on a l'emplacement, on doit faire de la recommandation. Donc on doit essayer de trouver, étant donné le parcours utilisateur, le contenu de la page, on doit essayer de trouver ce qu'on va placer comme produit à recommander à l'utilisateur. Et donc, par rapport à ta question, il y a toute une partie qui est faite essentiellement grâce au machine learning, grâce à l'intelligence artificielle, qui a finalement collecté de l'ensemble, qui a extirpé de l'ensemble de toutes les données qu'on collecte, du contenu des sites web et des cookies qui existent, de l'information qui permet de proposer à l'utilisateur ce qui lui conviendra le mieux. Alors, au niveau des algorithmes de recommandation, puisque j'ai envie d'entendre aussi Yann sur la question, parce que là, on a un des acheteurs à côté, c'est-à-dire on a le producteur et on a l'acheteur. Donc, dans le cycle de vie, dans la chaîne de valeur, est-ce qu'on a véritablement le choix du consommateur, ou est-ce que j'influence complètement ce choix ? Quelle est la part laissée à l'autonomie ? Je pense que ça tient entre autres à l'étanchéité qu'on a entre nous deux, entre guillemets. Très bien. Je pense qu'on vient d'un monde, peut-être qu'on me contredira, mais où à l'époque, il y avait beaucoup de perméabilité, on se fournissait des données, enfin, je parle du métier, parce que ça fait partie des trucs où chez Iron, on était très très rigide, hein, tu le sais. Et pour la petite histoire, je suis aussi déléguée à la protection des données, donc je suis un petit peu le gendarme de tout ça. Voilà, j'essaie de ne pas dire de bêtises du coup. Donc pour en venir à ça, nous en gros, je pense qu'en fait chacun doit jouer son rôle. C'est-à-dire qu'en fait nous nous assurons de respecter la volonté des personnes qui visitent le site en leur exposant clairement les différents niveaux en fait d'autorisation qu'on leur demande, en leur expliquant les choses. Et au-delà de ça, nous avons aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui va être alors ce qu'on appelle consentless. C'est pas la technique pour éviter de demander le consentement, c'est plutôt le fait de
pouvoir, en gros, entre guillemets, aseptiser, je ne sais pas si c'est le bon terme, les données, de façon à ce qu'on ne fournisse pas, même involontairement, des informations sur les gens qui visitent ou qui achètent sur notre site, des choses comme ça. Donc en fait, on est passé dans ce qu'on appelle de la communication server-side, c'est-à-dire au lieu de mettre les petits cookies avec les petits JavaScript, on essaie en gros de passer le maximum d'informations sans contexte pour éviter en gros que des méta, des Google puissent venir récupérer de l'information là-dessus. Je pense qu'en fait, chacun doit jouer son rôle. J'imagine que Criteo le fait de son côté. Les annonceurs, enfin les diffuseurs, c'est-à-dire les sites chez qui vous voyez ces publicités, normalement ont aussi leur rôle à jouer. En fait, chacun doit... je ne peux pas contrôler ce que fait un Criteo, il ne peut pas vraiment contrôler ce que je fais. L'idée, c'est que chacun doit être responsable à sa place. de sa partie. Voilà, responsable de sa partie. Donc, on va aborder les questions finalement de gouvernance responsable en interne et en externe. Donc là, ce que vous abordez, c'est la question de l'étanchéité, mais c'est aussi la question d'être très créatif. C'est-à-dire que chez iRun, on a pas mal de retours d'expérience terrain, des fiches produits qui sont faites souvent par des runners, hein, si on les suit. Donc, ce n'est pas déconnecté. Ce n'est pas la société automatique. C'est que véritablement, vous essayez de mettre en valeur l'approche, on va dire, l'expérience des runners, puisqu'on le voit, il y a le TNB, il y a pas mal de choses, puis vous les suivez. Et de l'autre côté, chez Criteo, sur la personnalisation, quels sont les efforts qui sont faits, techniques, sur la gouvernance, justement? Parce que ce n'est pas facile de maintenir cette étanchéité entre vous. Comment vous faites, Liva? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Alors, une première chose qui est vraiment hyper intéressante d'un point de vue, en fait, ça va au-delà de la technique. Oui. C'est qu'aujourd'hui, il y a tout un moment où moi j'étais content, je faisais de l'IA, j'étais tout seul. C'était pas très sexy, mais en tout cas j'en faisais et je disais l'IA c'est ça, on fait des équations, etc. Là, ça a changé, c'est autre chose. Des maths. Ouais, on fait des maths. Mais on oublie souvent que ce sont des maths. Voilà. Mais là, ça a changé puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent je fais de l'IA et qui sont, et c'est très bien aussi, qui sont utilisateurs de modules d'IA qu'on peut prendre ailleurs. Et en fait, le fait que ça se diffuse et que ça se popularise vient avec une transformation dans la manière d'aborder l'IA. Et donc, ces questions de gouvernance, en fait, elles sont à la fois traitées de manière collective, mais chaque personne est redevable de ça. Donc, Yann en parlait, nous, on le fait aussi. Donc, nous, on a un Product Ethics Committee qui vient essayer de regarder comment fonctionnent nos produits, comment sont utilisées les données. Et on a des règles très fortes qu'on a depuis la création de Criteo, sur l'idée qu'on va avoir des données qui sont anonymisées, qu'on n'a pas de données personnelles, qu'on ne les conserve pas, et on veut rester dans cette politique-là. Et on fait attention justement, et notamment par rapport aux pays dans lesquels on opère, aux partenaires avec lesquels on travaille, de respecter je voulais dire, je ne sais pas quel est le mot français pour guidelines. C'est ligne directrice. Mais donc, on va se retrouver avec le défi réglementaire. Donc, on a le défi opérationnel. On vient de vous définir ce qu'était l'IA et ce qu'elle n'était pas, du moins dans le marketing digital. Vous venez d'expliquer vos deux approches. Mais nous, en tant qu'avocat et délégué à la protection des données, on a d'autres enjeux, surtout quand on opère sur plusieurs pays. Et là, j'aimerais entendre Nathalie Lanneret, qui est vice-présidente Public Affaires, qui est une ancienne déléguée à la protection des données et qui connaît ces questions juridiques par cœur. Alors Nathalie, comment on fait pour l'anonymisation ? Comment fait-on et quelles sont les nouvelles définitions données aux données personnelles? La question pas simple. Vous avez 3 jours. Non, tu as quelques minutes. Alors, merci France, bonjour à tous. Effectivement, c'est une question centrale. C'est vrai que, à ta question, comment ça se passe derrière l'écran, il ne faut pas oublier que Criteo n'intervient qu'à partir du moment où la personne a consenti. A consenti à quoi? À recevoir de la publicité. Et qu'est-ce que ça signifie derrière? Ça signifie effectivement qu'il y a des données qui ont été collectées en conformité avec une réglementation dont je suis sûre tout le monde a déjà entendu parler. Le RGPD. Le RGPD. Et les AI Act. Voilà. Alors peut-être sur le RGPD, c'est vrai que nous, alors il ne faut pas en vouloir à Liva, il a dit données anonymisées. Moi je suis juriste de base donc, et avocate, donc je suis un peu plus embêtante, mais il ne m'en voudra pas. Nous, on traite des données qui sont pseudonymisées, c'est-à-dire en fait qui ne permettent pas de remonter à l'individu. Et pourquoi on ne peut pas remonter à l'individu? Parce qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran et on n'a aucun moyen de le savoir.
on ne sait pas si derrière l'écran, c'est Benoît Tabaca, je dis ça parce qu'il est en face de moi, Franche Charrurier, Gilles Babinet, Emmanuel Macron, ou si c'est l'ordinateur qui est dans la bibliothèque municipale de la ville de Toulouse et qui est utilisé tous les jours par plus d'une centaine de personnes. Donc ça, c'est vraiment très important à mettre en avant. Et comment tu gères le paradoxe, c'est-à-dire personnaliser sans être intrusif? Alors ça, c'est une autre question. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les individus cliquent sur des publicités et éventuellement, au mieux, achètent des produits. Pour ce faire, en fait, on va collecter un certain nombre d'événements de navigation. Pour faire quoi? Pour s'assurer qu'en fait, la publicité qu'on va présenter est la plus pertinente pour la personne, pour maximiser la probabilité de clic. Je vous donne un exemple concret. Vous avez cliqué sur une publicité pour un shampoing sur les cheveux frisés. Nous, on garde en mémoire le fait que cet utilisateur, qui va chez nous se matérialiser par X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, en gros, c'est une suite de chiffres et de lettres qu'on ne peut pas relier à une personne. Donc cette personne a acheté un shampoing pour des cheveux frisés. On n'en tire aucune conséquence sur ses origines, sa religion ou quoi que ce soit. Ce qu'on va juste faire, c'est la prochaine fois, c'est lui reproposer une publicité pour un shampoing pour les cheveux frisés, en espérant que cette personne-là va cliquer sur la publicité, ce qui va nous permettre, nous, de facturer notre client. Alors, admettons, je ne sais pas, que le client sur ce produit-là, ça soit L'Oréal, et ensuite de permettre à L'Oréal de calculer si sa publicité a été efficace ou pas. Voilà ce qu'on fait. Alors, je ne pense pas que ça soit très intrusif, comme cas d'usage, cas d'espèce. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire également sur les discriminations? Parce que le fait que vous ayez un laboratoire de recherche IA, qui travaille aussi sur les fake news, qui travaille aussi sur l'ère du faux, puisqu'on est tous confrontés aujourd'hui à cette distorsion de la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas, mais évidemment, sur le shampoing, ça pose peu de problèmes, mais si par exemple on fait une campagne politique ou autre, comment on travaille et comment on évite la discrimination? Alors, nous, on ne fait pas de publicité politique, mais je vais peut-être passer la parole à Liva parce qu'on est souvent soumis de la part de la réglementation à des injonctions contradictoires. Donc, on nous dit ne traitez pas trop de données personnelles, le fameux principe de minimisation du RGPD, oui. Mais pour mesurer si un algorithme est discriminant ou pas, il faut avoir accès à un certain nombre de données. Comment on résout ça? On résout ça de façon technique. On a un projet de recherche pour justement pouvoir mesurer si un algorithme est discriminant sur la base de données qui sont pseudonymisées. Donc Liva, peut-être que tu veux en parler plus en détail. Je ne sais pas si je vais parler de manière un peu plus... peut-être donner la définition du biais, peut-être. Biais. On va peut-être commencer par ça, parce que pour tout le monde... Je crois que Gilles avait envie de participer très fort. Je pense qu'il va participer. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, mais c'est important. Alors, le biais, c'est très subjectif, en fait. Quand on enlève un biais quelque part, on en crée un autre quelque part par ailleurs. Donc voilà, c'est quand on a des prédictions qui prennent certains attributs, certaines entrées en compte, et qui, sur la base de ces attributs, vont automatiquement pousser vers telle ou telle recommandation. Par exemple, sur des offres d'emploi, suivant qu'on a calculé que vous étiez plutôt un homme ou une femme, on va vous recommander des postes qui sont plutôt attribués à des hommes ou des femmes, et c'est ce dont on veut pouvoir se débarrasser. Mais est-ce que l'algorithme ne renforce pas la discrimination avec la puissance algorithmique? Alors, les algorithmes, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font revenir à la surface les biais qui existent vraiment dans les données. Donc voilà. Et donc toute la question, et donc c'était sur cet aspect que je voulais revenir, et c'est sur l'aspect laboratoire. En fait, ce qu'on a observé là sur les dernières années, c'est que ce sont des créations qui ont été faites dans les laboratoires de recherche scientifique qui sont venues envahir tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc pour l'instant, ce dont on entend beaucoup parler, c'est les LLM, les Large Language Models, les Foundation Models qui sont en train d'ingérer tout un ensemble de données pour faire des savants universels. Et en fait, ce qui va se passer maintenant, selon moi, c'est que maintenant, c'est tout le reste de ce qu'il y a autour de l'IA qui va arriver, qui est déjà étudié depuis très longtemps dans le milieu académique, qui va arriver dans notre vie quotidienne. Et dans le milieu académique, les questions d'apprentissage sous contrainte de confidentialité, la question de débiaisage des algorithmes, en fait, c'est des questions qui existent depuis une vingtaine d'années. Donc, il y a des tas d'algorithmes, il y a des tas de manières de caractériser les biais. Et ce qui va se passer, qui n'est pas facile du tout, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un dialogue qui va s'opérer entre cette recherche scientifique
et les décideurs de politique publique. Et donc, on va arriver à un endroit, un petit peu comme il se passe aujourd'hui sur les LLM, les fondations, où il y a toute une question de qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les questions de propriété intellectuelle, etc. Je pense que tout ce qui est en train d'être développé, et donc il y a vraiment un bagage d'outils incroyable qui est développé en Donc, recherche finalement, scientifique. la régulation devient pour l'innovation. Si je vous Il y a entends. oui, il y a quelque chose comme ça, mais en fait, il faut que ce soit fait de concert. En fait. Il y a Et vraiment donc- une nécessité de... Et donc, on n'est plus dans cette espèce, on va dire, de fantasme de ce que la régulation entrave l'innovation. Ça promeut une autre idéologie, plus Silicon Valley. Aujourd'hui, si on utilise bien la réglementation, c'est-à-dire si on la remet à l'endroit en la simplifiant, on peut arriver à réfléchir sur le monitoring de la confidentialité. Donc, au niveau de la discrimination et des biais, c'est pas la même chose de savoir si France aime ou pas, X, Y, Z aime les yaourts à la fraise ou à la framboise, mais c'est pas la même chose de savoir si, par exemple, elle va candidater à un emploi de développeur et qu'on va discriminer essentiellement les femmes. Donc, ces travaux de recherche, quels sont les garde-fous que vous mettez en place? Là, je voudrais entendre Nathalie sur la notion de données personnelles qui est en train de changer et la simplification de la réglementation. Et deux, vous, sur les garde-fous, notamment au niveau des PETs, les private. Bon, tu vas essayer d'expliquer ce que c'est davantage puisque tu as travaillé sur la question, Enhancing Technology, Private Enhancing Technology. Qu'est-ce qui nous aide à monitorer la confidentialité? C'est-à-dire les garde-fous que vous, Criteo, que vous, Iron, vous mettez en place justement pour qu'on ne soit pas dans cette illusion du consentement et dans cette surveillance algorithmique. Alors peut-être pour revenir sur la réglementation et comment fait-on pour avoir une réglementation qui promeuve l'innovation. De façon intéressante, on a un règlement qui vient d'être adopté, qui n'est pas encore complètement rentré en vigueur, qui s'appelle le règlement sur l'intelligence artificielle. C'est un bon règlement. Il est certes très complexe, très long, mais on a l'habitude de ces réglementations à Bruxelles. Mais il a une véritable approche par les risques. Donc, il distingue 4 catégories de situations qui ne vont pas être traitées de la même façon d'un point de vue des obligations à mettre en place par les entreprises. Donc, il y a véritablement l'IA qui est interdite parce qu'elle est contraire à nos valeurs fondamentales, par exemple la notation sociale comme on peut l'avoir en Chine, ou alors le fait de manipuler quelqu'un de façon inconsciente sans qu'il puisse s'en rendre compte. Ça, c'est complètement inacceptable. Après, il y a toute la catégorie de ce qui est l'IA à haut risque. Et là, je trouve que ce règlement se concentre véritablement sur les sujets qui peuvent potentiellement impacter la vie d'un individu. Donc, par exemple, est-ce que je vais pouvoir accéder à un emploi? Est-ce que je vais pouvoir m'inscrire à l'université? Est-ce que je vais pouvoir obtenir un prêt sans qu'on vienne me dire que l'algorithme a considéré que mon profil ne m'autorisait pas à avoir de l'argent? Et de façon très intéressante, et ça je souhaite le mentionner, la publicité ne figure pas dans la liste de ce qui est au risque. Et au moment des discussions sur les AI Act, effectivement, on disait aux régulateurs, enfin on disait à la Commission et aux parlementaires, mais si vous mettez la publicité en ligne, alors ce ne sera plus un règlement basé sur l'approche pour les risques. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et alors une fois qu'on a cette réglementation, il faut aussi que sa mise en œuvre tiennent en fait les objectifs de l'approche par les risques de la réglementation. Et là, on rentre dans une autre problématique qui est celle de l'approche du régulateur, de l'agence qui va être en charge de mettre en œuvre ce règlement. Et là, c'est encore une autre histoire. Est-ce qu'on ne voit pas un glissement, notamment un changement de doctrine ces dernières années, et notamment à l'ère Trump, sur la notion de données personnelles? Est-ce qu'on n'est pas en train justement d'assouplir? Je sais qu'il va y avoir une simplification dans le prolongement du rapport Draghi, mais sur la notion de données personnelles. La doctrine de la CNIL était très rigide au démarrage et aujourd'hui elle devient un peu plus subjective. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur le dernier arrêt qui est sorti? Oui, alors on aimerait que ce soit la doctrine de la CNIL. Peut-être que ça le sera dans le futur, mais pour le moment c'est un arrêt de la Cour de Luxembourg qui vient nous dire qu'en fait une donnée personnelle, c'est-à-dire en fait une donnée qui peut être directement ou indirectement reliée à une personne, ce n'est pas une notion objective, c'est-à-dire que la donnée, une fois qu'elle est personnelle pour tout le monde, mais c'est une donnée subjective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, moi je crée un fichier où je mets France 1 aime la sauce tomate, Gilles 2 aime les pâtes, Liva 3 aime le gruyère, et que je garde en fait cette table de correspondance et que je transmets à monsieur 1 aime les pâtes, 2 aime la sauce tomate, 3 aime le gruyère.
la Cour vient de reconnaître, c'est très schématique, hein, que M. Yann n'a pas entre ses mains une donnée personnelle parce qu'il n'a pas raisonnablement et légalement la possibilité en fait, de pouvoir accéder à cette table de correspondance. Et ça ouvre vraiment une immense opportunité en termes d'innovation, ça libère une quantité importante de potentiel pour l'entité qui n'a pas la possibilité de réidentifier, qui ne va pas être soumis aux règles très contraignantes du RGPD, et donc qui pourra davantage innover que l'entité qui, elle, sera considérée comme traitant des données personnelles. Voilà ce que ça ouvre comme champ de possible. Et là, c'est intéressant parce qu'on était dans une asymétrie complète entre finalement tout ce qui était hors Europe et Europe. Donc ce glissement, qui n'est pas un glissement sémantique, qui est un glissement important, c'est-à-dire cet assouplissement pour qu'on fasse rentrer véritablement la régulation pour l'innovation. Et c'est ce que nous défendons, puisqu'on souhaite avoir des points aussi de compétitivité en n'oubliant pas ce que nous sommes, c'est-à-dire de toujours donner le sens à ces usages. Ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les limites que vous vous fixez. Et je voudrais avoir des réponses à tous les deux, c'est-à-dire quelles sont les lignes rouges qu'une entreprise doit mettre en place en matière avec les outils, avec la puissance de ces outils, lorsqu'elle veut conserver du sens sur son territoire et de l'authenticité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on reste dans la logique, on extrait tout, on collecte tout, et c'est la loi du marché qui fait sa loi, ou est-ce qu'on s'intéresse finalement un petit peu davantage, me semble-t-il, à notre culture et à nos valeurs. Du moins, nous ne sommes pas des sujets de points, nous ne sommes pas des sujets de consommation, mais nous restons des sujets de droit. Donc la loyauté de l'algorithme, ça veut encore dire quelque chose en Europe. La confiance, parce qu'il faut qu'on en parle de la confiance. Ah oui, c'est toujours complexe. Hein, mais peut-être pour amorcer les discussions, moi je pense qu'un des grands principes auxquels il faut s'attacher, c'est de dire ce que l'on fait, oui, et de faire ce que l'on dit. La définition de la loyauté. Ça paraît très simple, oui. C'est un peu plus compliqué que ça à mettre en œuvre, oui, mais c'est ça la clé de la confiance, je pense. Et c'est la définition de la loyauté de l'algorithme. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, et que l'on puisse avoir une effectivité des recours et des exercices de droit. C'est-à-dire que le consommateur ne doit pas être passif. Nous ne sommes pas des moutons. Il reste quelques moutons noirs, du moins j'espère. Donc on va essayer d'avancer. Alors, les lignes rouges, comment j'évalue les limites et on va dire les avantages, les gains, la qualité, les limites réelles d'un outil d'IA marketing, déjà pour être simple. L'IVA, comment j'évalue la qualité, les limites réelles d'un outil d'IA marketing avant de l'intégrer? On était en train d'étiqueter un peu la qualité des questions et on se disait que j'ai les questions les... Tu as les questions les plus faciles, forcément. C'est toi le chercheur. Ouais. Alors, du coup, je vais faire un truc. Je vais parler d'une chose qui est hyper importante, qu'on a mis de côté depuis le début, et pourtant qui est un peu sous-jacent et qui rebondit sur un aspect dont tu as parlé, c'est on n'est pas passif. Oui. Il y a quelque chose qui va se passer et qui est déjà en train de se passer, mais je ne sais pas avec quelle vitesse ça va se passer par rapport à l'évolution des outils. C'est qu'il y a une nécessité pour que tout le monde, et c'est pour ça qu'on a des endroits comme ça ici, des lieux de discussion, il va se passer un phénomène d'acculturation de chacun sur comment on utilise nos données. En fait, là, pour l'instant, on est un peu dans un truc où... Alors, je pense qu'il y a... Attendez, je regarde là. Je pense que mes enfants, ils savent mieux utiliser leurs données que peut-être les gens dans la salle. Donc, mes enfants, ils ont à peu près 18 ans. Des digital natives. Voilà, et c'est des digital natives. Donc, il y a une sorte de conscience, alors pas complètement explicite de ce qu'ils sont en train de partager des choses sur Internet, mais ils le savent un peu plus que nous. Nous, on a l'impression que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai grandi avec Internet fin des années 90, début 2000. On va sur Internet, je ne comprenais pas toute la mécanique qui était derrière. Et ce n'est que maintenant, parce que je travaille chez Criteo, parce qu'il y a l'essor de l'intelligence artificielle, que je comprends qu'il est nécessaire d'acculturer et d'éduquer l'ensemble de la population. Et donc, c'est pour ça que les halles de l'IA, les cafés de l'IA, les enseignements qui peuvent avoir lieu dans les universités et qui seraient des enseignements techniques, qui seraient des enseignements en droit, des enseignements en philosophie, sont hyper importants. Et donc ça, va y avoir un petit peu un mouvement qui est synchronisé entre le savoir-faire des utilisateurs et puis ce qu'on sait faire en intelligence artificielle. Donc rien ne se fera sans la confiance des usagers. Mais précisément. Mais ma question était, où mets-tu la limite? Parce que c'est pas facile de mettre la limite entre quoi et quoi? Bien justement, sur l'efficacité algorithmique. Et alors, je sais pas si je la mettrais sur l'efficacité algorithmique, mais je pense que la limite, le besoin, l'intérêt, c'est la transparence, et bientôt, ce sera l'explicabilité. Et donc, très bien.
C'est la chose qui est vraiment importante. Et donc, dans les modèles qu'on a, en fait, on a un peu une contradiction entre la performance et la capacité des modèles à prédire des choses très fines et l'explicabilité. En fait, on a un peu un truc qui dit plus c'est performant, moins c'est explicable. Il y a un peu cette contradiction. Néanmoins, en fait, aujourd'hui, on est en train de travailler chez Criteo, notamment sous la forme de papier de recherche, sur le fait de apprendre non seulement à faire une bonne recommandation ou à faire une bonne enchère, et apprendre également quel est le message qui vient expliquer pourquoi on a fait cette enchère. Donc on apprend à la fois la prédiction très pratique, l'action à faire, et en même temps tout le raisonnement qui est amené à ça. Donc ça peut vouloir dire, on vous a proposé des chaussures parce que, étant donné votre historique, vous aviez fait ça, 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 qui permet d'objectiver, de rendre plus transparent l'ensemble du parcours et la raison pour laquelle l'algorithme a proposé cette solution. Et donc il y a cette question, et c'est encore une fois, si je retourne vers l'aspect académique et recherche, ce qui s'appelle tout ce qui est explainable AI, et puis la mise en avant du raisonnement qui a amené l'IA à proposer quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment très étudié parce qu'on sait que c'est la manière d'arriver à de la transparence et à de la confiance. Yann, au niveau d'Iron, on n'est peut-être pas arrivé à ce niveau-là. On a choisi une approche beaucoup plus terrain et humaine. Beaucoup plus stricte. Vas-y, pardon, t'entends beaucoup pas. plus stricte. Alors, vas-y. Il faut quand même voir que nous, à la base, on est de simples distributeurs. Enfin, on va quand même On reste à sa place, relativiser ouais. un petit peu la compétence dans l'IA de chacun. Hein. Nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On est plus, on va dire, des gros utilisateurs. Mais c'est important, parce qu'on est des- sur du B2B. Nous, à la base, notre fer de lance, c'est la confiance de nos clients. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que je n'ai, à mon sens, aucun intérêt à long terme à essayer de flouer les gens qui viennent chez nous, à essayer de... en fait, notre objectif, il est de venir leur fournir le service le plus adapté à ce qu'ils attendent. L'expérience. L'expérience. Donc, là-dessus, nous n'avons clairement, la limite, elle est très simple, c'est qu'en fait, je n'ai aucun intérêt à aller donner plus de données que nécessaire. Donc, le principe de minimisation. Voilà. Donc, c'est la qu'on colonne vertébrale du RGPD qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une extraction de masse, n'en déplaise, on va dire, à nos amis américains. On n'est pas sur quoi qu'il en coûte, je collecte, j'extrais, je siphonne. Là, c'est je minimise pour être au plus près de la réalité. C'est-à-dire pour laisser l'expérience client se dérouler. Même si on collecte des données, Oui. par exemple, on collecte des données de navigation pour analyser le comportement sur le site, j'ai pas besoin de savoir que c'est toi. Quelque part, j'ai besoin d'avoir un groupe. Donc l'idée, c'est que même dans nos données à nous, si j'ai pas besoin de savoir que c'est toi, en fait, je ne garde pas cette information. C'est quelque chose où je pense que, on se place vraiment du côté du client. Et en fait, moi personnellement, je déteste être traqué. Donc clairement, je ne le fais pas. On fait Donc pas en fait, autrui. ce qu'il faut expliquer ici, c'est que la documentation et la réglementation, là, va vraiment être une boîte à outils pour les opérateurs économiques. C'est que dans cette boîte à outils, quand on vous explique le principe de minimisation et de dire pourquoi vous faites les choses, c'est-à-dire pourquoi il y a une base légale, combien de temps vous conservez les données, c'est pas pour vous entraver. C'est pour aussi avoir un chemin sur le cycle de valeur qui va vous permettre aussi de valoriser vos bases de données lorsqu'elles seront anonymisées, de vraiment créer un véritable actif informationnel, mais aussi de créer un vrai service au plus près des besoins exprimés des consommateurs et parfois de leur proposer d'autres choses, c'est-à-dire des choses auxquelles ils n'ont même pas pensé. C'est-à-dire quand on a les trails du TMB, si je cours le matin le long de la Garonne, je ne vais pas me rêver à faire le circuit du Mont Blanc. En revanche, j'aime bien avoir des retours d'expérience de ceux qui le font, pour comprendre. Donc là, ça c'est une chose. Ensuite, il y en a une deuxième, c'est que moi, je me pose la question. C'est toujours pareil, c'est toujours la gouvernance. C'est-à-dire c'est très bien, on a une régulation, c'est très bien, elle va se simplifier, on évolue sur la notion de données personnelles, et c'est tant mieux. Mais qui décide ? Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, au niveau de la gouvernance interne et externe, des comités IA ? Est-ce que chez Criteo, par exemple, le comité IA, il a déjà dit non ? Alors, est-ce que vous avez déjà dit non, Valérie ? Oui, Nathalie. on a déjà dit non. Parce que je suis secrétaire du comité d'éthique produit, mais peut-être pour expliquer comment tout ça vient s'orchestrer. Sur ta question, c'est quoi les lignes rouges ? Bon, alors, la première ligne rouge, c'est bien évidemment la réglementation. Mais au-dessus de ça,
Criteo, on a toute une série de lignes directrices, de politiques plutôt, sur ce qu'on accepte de faire et ce qu'on accepte de ne pas faire, même si c'est parfaitement légal. Voilà, par exemple, on ne va pas faire de la publicité pour des offres de crédit, on ne va pas faire de la publicité pour de la voyance ou ce genre de choses. Donc ça, la constitution en gouvernance d'un comité qui est en capacité de dire non, c'est essentiel. Alors, ça, c'est l'étape d'au-dessus. C'est-à-dire que on travaille, en fait, de concert avec l'évolution technologique. Et donc, on a mis en place ce comité d'éthique produit qui réunit tous les acteurs, les différents départements de Criteo. Donc, l'IVA fait partie du comité en tant que président du lab. Je suis secrétaire. Nous avons des gens de l'équipe commerciale, de l'équipe produit, de l'équipe marketing. Tous les départements de l'entreprise sont représentés pour essayer de se poser des questions et d'anticiper. Je crois que le terme le plus important sur la définition de la ligne rouge, c'est ça, c'est d'anticiper quelles vont être les problématiques du futur. Et je suis assez fière de dire qu'on a eu une réglementation européenne très récemment qui s'appelle l'Acte sur les services numériques, oui. Le DSA, oui. Qui a interdit le fait de profiler des personnes sur la base de leurs données protégées au titre du RGPD, de leurs données sensibles, c'est-à-dire leurs origines raciales, leur religion, leurs opinions politiques, leur affiliation. Que souhaite ne pas voir appliquer M. Trump. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que chez Criteo, on avait déjà interdit ça depuis bien longtemps. Donc, c'est vraiment à la fois le fait de savoir clairement quelles sont les lignes rouges, mais ça devient aussi quelque part un argument commercial et de confiance et de compétitivité aussi. Donc, c'est pas juste noir ou blanc, c'est beaucoup plus complexe que ça et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et parfois, on passe des heures et des heures à discuter sur des sujets sans vraiment avoir de réponse. Donc, privacy is good for business, si on doit tous le comprendre. Il y a d'autres enjeux en fait dans l'IA et je vais interroger Yann, parce que Yann, vous êtes informaticien au départ et vous avez une approche zéro trust un peu rigide, on a beaucoup échangé dessus. Au niveau de l'utilisation algorithmique, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse du marketing digital ou autre, il y a des enjeux cyber colossaux. Comment vous approchez ce défi? Quel est le niveau de risque acceptable pour une organisation en matière cyber? Entre le risque business, le risque cyber, comment vous arbitrez, Yann? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, c'est de qualifier le risque, la première étape. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le risque sur les données, on va dire personnelles. Il y a des risques de fraude, donc on a des algorithmes contre ça. Mais quel type de fraude vous avez pu rencontrer? Je ne veux pas rentrer dans la technique, mais en gros, du credential stuffing, des choses où on vient qualifier des bases de données qui ont été volées à d'autres. On a entendu dernièrement les boulangers, les free qui se sont fait pirater des bases. On voit arriver les gens avec ces bases de données qui testent des crédentials chez nous. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est surveillé et sur lequel on applique des contre-mesures. Je suis désolé, je me suis perdu dans mes explications. Tes enjeux Zero Trust. En gros, la première chose, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on met les données. C'est-à-dire quelles données et où. Quelle est ta stratégie cloud? Alors, ma stratégie Cloud. Cloud. Déjà, je vois ton regard. Alors, en fait, je fais partie des dinosaures, je suis désolé. Je considère que les données, en tout cas les données sensibles, ne sont pas sur le cloud. Voilà, chez nous, elles sont chez nous, sur nos machines. Donc, c'est une approche originale, c'est-à-dire qu'on oublie souvent de dire que l'informatique, ce sont aussi des réseaux, une infrastructure matérielle. On parle beaucoup de virtuel, mais c'est beaucoup de matériel. Et là, on a un choix assez étonnant, qui est peut-être, ça coûte plus cher à l'entreprise, mais on garde tout chez nous. Même pas? Même pas. Donc, c'est une illusion. Non, c'est juste une question de compétence. Tu n'as pas cédé à la simplicité. En fait, ça rejoint le reste de la stratégie qui est qu'on essaie d'avoir en fait en interne les compétences nécessaires au fonctionnement, on va dire au fonctionnement stratégique de notre entreprise. Donc c'est des choses qu'on a internalisées. Clairement, après, il y a le choix par exemple des prestataires. Donc là, dernièrement, on a audité des partenaires pour des solutions d'emailing. Bon, ont été éliminés directement tous ceux où le stockage n'était pas
en Union européenne. Alors ça, c'est très important parce que ça fait partie aussi des obligations de la réglementation, c'est-à-dire d'auditer et de s'assurer de la robustesse de toute ma supply chain, de toute ma chaîne logistique, de toute ma chaîne de sous-traitance. C'est à ça que ça sert la réglementation quand je parlais de boîte à outils. Donc, vous l'appliquez. Voilà, et clairement, on voit qu'avec Trump qui est arrivé au pouvoir, on voit bien que même quand les entreprises étrangères nous garantissent par écrit que non, ils ne cèdent pas à l'administration. Bon, clairement, le plus simple est de ne pas y croire au départ, ça va plus vite. Voilà. Donc en gros, encore une fois, c'est de catégoriser les données et de conserver les plus sensibles au plus près. Et après, bien sûr, d'auditer cette sécurité et d'auditer tous les partenaires qu'on a là-dessus. Donc en gros, là, on sort d'un audit de cybersécurité il y a 2 mois. Voilà. Donc la confiance, mais ça se prouve. C'est comme en amour. Ça se en documente, fait, ça se trace et ça se prouve. Elle se remet en question régulièrement. Bon, très bien. Nathalie, votre approche par rapport à ça, sur la robustesse de la chaîne? Nous, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, quand on est né, Criteo, le cloud n'existait pas. Et de toute façon, nous, on a vraiment besoin d'avoir nos serveurs qui sont très près de l'expérience utilisateur parce que comme ça se charge en millisecondes, Oui. Il faut qu'on évite les problématiques de latence. Donc nous, on a aussi toutes nos données européennes qui sont dans des serveurs en Europe, les données asiatiques dans des serveurs en Asie et les données américaines dans des serveurs aux États-Unis. Donc en fait, on a aussi la même approche qu'Iron, qui est très originale. Hein. Nous, on n'est pas du tout cloud. Et c'est vrai que ça coûte moins cher quand on a beaucoup de données. On a nos données dans nos propres serveurs. Pas pour des raisons au départ juridiques, mais du coup, les juristes sont contents parce qu'on fait, comme on dit, d'une pierre deux coups. J'aimerais bien avoir la position de Gilles. Gilles, vous avez attendu, vous trépignez, sur justement ces enjeux. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ce qu'on est en train de vous expliquer à l'aune ou quand on vous suit? Vous interpellez beaucoup les pouvoirs publics sur les enjeux de portée extraterritoriale du droit américain. Qu'est-ce que ça vous dit là, de ces opérateurs économiques qui gardent jalousement leurs données sur un coffre-fort en interne, au risque que ça leur coûte plus cher, que ça dégrade leur marge, mais ils le font quand même? Le débat va vraiment vite. C'est comme un match de tennis. On ne se rend pas compte du nombre de sujets qui sont ici abordés et qui sont vraiment des sujets dans lesquels on pourrait aller en profondeur de façon extrêmement forte. On le fera, mais dans d'autres cafés. C'est un peu difficile, mais je vais poser une question à la salle qui est assez intéressante. C'est qui ici pense qu'un jour, la recommandation était tellement précise qu'il s'est demandé si son téléphone ne l'écoutait pas? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ouais, 2, 3, 5, si, beaucoup. Ouais. Levez vraiment la main. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Voilà, donc vous avez une idée de la qualité de la donnée. Les téléphones ne vous écoutent pas. Ça vous permet de voir en réalité comment, en agrégeant des flux de données qui proviennent de différents endroits, on est capable d'être extrêmement pertinent. Je tiens à l'affirmer, on a fait des tas d'études, les téléphones ne vous écoutent pas. Vous écoutez les téléphones? Non. Vraiment? Promis? Voilà. Donc ils n'écoutent pas les téléphones, ils arrivent à faire de la recommandation. Ce n'est pas la NS. Puissante, mais ça donne une idée de là où on en est et pourquoi est-ce que finalement vous avez des sujets éthiques très importants qui doivent apparaître derrière. Le sujet du RGPD est un sujet vraiment crucial, c'est-à-dire que en réalité on est post-RGPD. Oui. Pourquoi? Parce que si je me rends compte que les gens frisés, qui ont la peau sombre, et en fait qui achètent des crèmes pour je sais pas quoi, etc., je suis capable de les traiter politiquement. Évidemment, on voit bien que c'est extrêmement dangereux. Bien sûr. De ce fait. Et on est totalement capable de faire ça, à un niveau de précision qui est extrêmement élevé à cet égard. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on va rentrer dans une discussion sur le RGPD parce que c'est très problématique en réalité. On peut très bien dire... Je veux persécuter Monsieur X, numéro 272, voilà, parce que je sais qu'il a une Volvo rouge, enfin je dis n'importe quoi, hein, il est barbu, et puis il fait trop de passe postes à telle heure, à tel extrémistes. endroit, et j'ai sa géologue. Voilà, c'est vraiment très facile d'être post-RGPD, sans jamais savoir que c'est Monsieur Martin qui passe à cet endroit. Et effectivement, d'ailleurs, on a commencé à transposer, entre guillemets, le RGPD dans l'AI Act, le Data Act, etc.
parce qu'on voit bien qu'on commence à avoir ces enjeux qui sont extrêmement complexes. Et par ailleurs, on a un deuxième problème qui, je pense, est aussi un enjeu de droit, c'est que des textes de loi deviennent des textes d'éthique, ceux qui ne sont pas faits pour être. C'est-à-dire que la loi, c'est un truc dur, ça ne s'interprète pas. Oui. Et l'éthique, c'est justement quelque C'est chose la de différence flexible. entre la réglementation et la régulation. Exactement, qui est liée à des enjeux, des normes sociales. Mm. Notre éthique évolue en permanence. À la condition de ne pas traiter l'individu en simple consommateur, mais en citoyen. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas occulter, c'est la faculté d'exercer ses droits. Exactement. Et donc, ce sont des sujets qui mériteraient... Alors, je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est toi qui as dit que, en réalité, on commençait à comprendre le RGPD, mais c'est dommage, parce qu'au moment où on commence à comprendre le RGPD perd de son utilité, très largement, aujourd'hui. Et je crois que les sujets dans lesquels on rentre, c'est des sujets beaucoup plus flexibles. Il me semble que je n'exclus pas que d'ici peut-être quelques années, on soit obligé de remettre en place et d'agréger ces différents textes de loi européens, parce qu'ils sont en réalité en contradiction entre eux. Oui. Et des injonctions contradictoires, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure. Exactement. Et pour le citoyen, consommateur, ça crée une grande frustration parce que c'est vraiment de plus en plus un objet. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Les gens ont peur, ils ont l'impression qu'ils sont écoutés par leur téléphone. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la culture de la donnée qui leur permet de comprendre que c'est des données qui sont rapprochées de façon très précise. Et de fait, ça crée de l'appréhension et parfois du conflit. J'ai évoqué tout à l'heure les conflits à l'égard de la 5G. Je n'exclus pas qu'on ait des mouvements de masse à l'égard de l'IA à moyen terme. Ils existent déjà. On a des mouvements en note, des mouvements extrémistes, terroristes, entre guillemets, des activistes qui attaquent aujourd'hui. Il y a un mouvement qui vient d'Allemagne qui est assez fort. Ce n'est pas encore quelque chose qui fait que la société ne fonctionne plus, mais ça pourrait le devenir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une conscience citoyenne forte, parce qu'on ne peut pas avoir ces réglementations qui sont faites en conciliabule de quelques experts sur ces sujets. Si on veut continuer à vivre ensemble, c'est impératif. Alors, donc la question, c'est de reprendre le contrôle. C'est ce qu'on essaie de faire avec DataRing et avec des guides de sensibilisation, des podcasts et ces lieux d'échange. Mais j'ai envie de vous poser une question à tous les quatre, parce qu'il nous reste quelques minutes et je dois laisser des questions pour la salle. Donc les questions, c'est sur l'avenir. Alors vous répondez comme vous voulez, vous choisissez. Donc d'abord pour Liva, j'aime bien te torturer Liva. À quoi ressemblera selon toi la pub en ligne dans 5 ans ? Ça va vite. Très bien. Alors, merci pour la question. Donc, j'y réfléchissais ce matin. J'essaie de voir la chose la plus extrême à laquelle je pouvais penser. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Criteo, il y avait un événement et je parlais avec quelqu'un des sales qui m'a dit mais nous, à Criteo, étant donné ce qui se passe avec les agents, donc elle ne savait pas vraiment exactement ce que c'était les agents. Donc ces agents, c'est un peu une surcouche au-dessous de l'IA qui va appeler des modèles qui sont un peu sophistiqués, mais qui a cette particularité de pouvoir faire des tâches pour vous. Et elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais maintenant on en est à l'heure où on en est à de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'est pas en train de construire, est-ce qu'on construit toujours de l'IA pour les humains ou on construit de l'IA pour des agents ? Est-ce que l'avenir, ce seront des agents dotés d'IA qui vont converser entre eux et qui feront des choses ? Et donc c'est le truc un peu le plus fou auquel je suis arrivé. Je ne sais pas du tout et je ne sais pas si je vais réussir à l'articuler comme il faut. C'est qu'aujourd'hui, alors j'ai rencontré plein de gens qui... notamment les digital natives, qui, dès le matin, commencent à converser avec ChatGPT. Donc, ils ont une sorte d'assistant personnel qui régit un peu leur journée. Et alors, peut-être qu'à terme, le marketing digital se fera simplement entre des agents comme ça, des agents, des compagnons, des assistants personnels, avec d'autres dispositifs mais complètement nouveaux, où peut-être que la pub ne sera même pas affichée, il y aura un tri qui sera fait par l'assistant personnel. Les compagnons vont discuter entre eux sans nous. Les compagnons vont discuter entre eux. Mais quel soulagement. Et suivant ce qu'ils connaissent, donc ce sera un peu la muraille, le compagnon personnel sera la muraille face au reste du monde. Lui, il leur a fait le tri. Il leur a dit, étant donné tout ce que vous avez fait, toutes les discussions,
ne vous inquiétez pas, je n'ai pas filé vos données, mais j'ai compris votre comportement. On m'a proposé 1 milliard de pubs ou 1 milliard de produits. J'ai fait le tri pour vous. Voici ce qui vous intéresse. Et en fait, ce sera peut-être transparent et il y aura un autre système de monétisation qui se fera sur agent. Donc je vais déléguer, partage de dans données. ce monde merveilleux, je vais déléguer ma capacité de choisir. Tous. Alors maintenant, parce qu'il y aura toujours la capacité de choisir à la fin qui reviendra à l'être humain, et il y aura même la capacité, et donc ça c'est la chose qui est hyper importante, et sachez-le que c'est un sujet de recherche qui est hyper important, c'est Machine Learning with Human in the Loop, c'est comment on fait pour faire de l'apprentissage, de l'IA, en gardant toujours à l'esprit qu'il y aura un être humain qui va venir intervenir, qui a le droit de régler des paramètres à gauche à droite, qui a envie d'avoir de la transparence, qui est prêt à sacrifier de la pertinence pour de la confidentialité, et donc ça c'est un sujet qui, encore une fois, transpire un peu et qui va depuis la recherche scientifique vers des applications. Et ça ne va cesser d'augmenter, étant donné tout le débat qu'on a là, de pouvoir faire et dire à l'ensemble des citoyens qu'ils ont leur mot à dire sur l'utilisation de l'IA. À la condition d'être en capacité de le faire et de savoir et de prendre le risque de décider. N'oublions pas que nous sommes des animaux apprivoisés, avec un cerveau qui veut consommer le moins de sucre possible. Donc on doit travailler nos propres biais, c'est-à-dire s'interroger, transpirer, réfléchir, conserver notre intégrité cognitive. Donc la vraie question dans les 5 ans à venir, c'est qui décide. Et qui décide, ce sera toujours les êtres, enfin les citoyens, qui auront toujours... J'espère. En fait, il y a toujours cette contrainte en fait, de laisser la main, et ça existe avec toutes les avancées technologiques. En fait, il y a toujours eu cette question-là de l'endroit, la place des citoyens. Et donc, en IA, c'est exactement la même chose. Il y a toujours cette question, et c'est pour ça qu'on parle de réglementation, de s'assurer qu'à chaque instant, la personne qui est décisionnaire sera toujours le citoyen ou l'être humain qui est à la manœuvre et en conversation avec, Merci avec Liva. Yann, toi tu as une question, c'est quel est ton plus gros défi cyber, ton signe noir? Parce que je vois que j'ai un ami qui nous a rejoint, avec lequel nous échangeons sur les signes noirs de l'imprévisible. Qu'est-ce qui te ferait le plus peur dans les 5 ans qui viennent? Clairement, il y a une transformation qui commence un peu à poindre, c'est le fait que de plus en plus les moteurs de recherche essaient de donner la réponse directement, c'est-à-dire un peu cette étape où on gagne du temps, soi-disant, et on voit déjà qu'aujourd'hui, ça vient attaquer, entre guillemets, le travail et les revenus de certains médias. Je pense que ça va potentiellement ça peut déséquilibrer en fait tout ce qui va être la presse, les choses comme ça, hein, parce que clairement aujourd'hui ils tirent leurs revenus de la publicité. Nous-mêmes, nous avons un très gros réseau de sites affinitaires qui tirent leurs revenus de la publicité. Demain, si vous posez une question et que, je suis désolé, Google vous répond directement, c'est rien contre Google en particulier, mais On va discuter après. clairement, aujourd'hui, cette partie-là, même nous, en tant que distributeurs, demain, si Google vous dit ben en fait, j'ai compris, tu veux ça comme chaussure, tiens, regarde, achète-la sur Google, pour moi, le risque, il est là. Et là, clairement, on va rentrer dans une question d'être écrasé, en fait, de ne plus avoir de diversification. De monopole complet. Même demain, Criteo, s'il n'y a plus de visite de site, ils vendent des espaces publicitaires à qui à Google. À Google. Et donc, vous, Nathalie, votre plus gros défi? Alors, moi, du point de vue de mon activité, qui est donc les affaires publiques, c'est vraiment de jongler avec la complexité réglementaire à laquelle on fait face, notamment à Bruxelles, où en fait le législateur essaye de réglementer le même sujet de plein de points de vue différents. Donc, on a des réglementations sur la donnée personnelle, donc le RGPD, qui traite de ce qu'on appelle la personne concernée, le data subject. On a la même réglementation sur le même sujet, mais qui est du point de vue du consommateur. Et puis, on a la réglementation de la technologie, hein, puisque l'AI Act, en fait, vient réglementer l'intelligence artificielle, ce qui est un peu une première quand même, hein, c'est d'avoir une réglementation qui s'attaque en tant que telle à la technologie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la sécurité juridique dans ce foisonnement réglementaire et de s'assurer que si je respecte la réglementation A,
je ne me mets pas en contradiction avec la réglementation B et je n'encours pas du coup une potentielle sanction d'un régulateur qui pourrait porter atteinte à ma réputation, à la confiance de mes clients et du coup impacter mon business. Et c'est une vraie question qui pour le moment n'a pas de réponse concrète. Alors il y a des travaux en cours, il y a eu un rapport donc, de Mario Draghi qui appelle à plus de simplification réglementaire. Est-ce que Bruxelles va réussir à mettre ça en marche? Et surtout, est-ce qu'on va avoir des parlementaires qui vont pouvoir faire fi de tout le travail qu'ils ont fait les années passées pour adopter pour tous ces textes et maintenant de tout redétricoter? C'est un challenge, mais on travaille à ça. Voilà. Gilles, et vous, le plus gros défi en ces temps incertains? Enfin, je voudrais répondre à Nathalie, c'est que là, enfin, moi je fais partie d'un truc qui s'appelle l'Observatoire du long terme. On vient de sortir un rapport sur la raison pour laquelle on a des déficits importants dans ce pays. Et on a trouvé qu'il y avait 6 points de complexité administrative qui étaient perdus dans le droit, 4 pour les entreprises. Et les textes qui concernent la data européen, j'ai passé 9 ans à la Commission européenne, c'est n'importe quoi en réalité. C'est absolument n'importe quoi. C'est vraiment, et Draghi a raison, ces textes doivent être interprétés, ce qui n'est pas le propre d'un texte bien fait. Un texte bien fait, il s'oppose. Donc la part au droit souple, il faut laisser les acteurs économiques interpréter et prendre leurs risques et en répondre. Et être redevable, c'est la pire des choses. C'est-à-dire quand vous êtes dans une logique d'interprétation, vous ne savez pas si vous êtes conforme au droit ou pas. Et d'ailleurs, on voit entre la CNIL irlandaise et la CNIL française, on est à 2 extrêmes sur un texte qui est simple, qui est le RGPD. Et je peux vous rajouter le DMA, le DSA, le Data Act, l'AI Act, le DGA. La guerre des régulateurs. C'est le délire. Voilà. Et je crois que ça découle d'une volonté initiale qui est d'être le mieux disant en termes de sécurité, ce qui est louable, les droits sociaux, le modèle qu'on a construit en Europe. Mais à un moment, ça tue les innovateurs. Et des gens comme vous, je veux dire, vous passez votre temps à vous arracher les cheveux. Enfin, pardon, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça fait 18 ans qu'on fait ça. Et on donc, si vous voulez, moi, je suis pro-européen et je pense que parfois, il faut être capable de balayer dans sa cour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne. C'est un grand débat aux États-Unis. Les États-Unis disent on va faire un moratoire sur le droit de l'IA qui va durer 10 ans. Et là, curieusement, et on en a parlé tout à l'heure, vous avez des gens qui sortent du bois, qui disent non, c'est une connerie. C'est une connerie, pourquoi? Parce qu'on se rend compte, et la recherche en économie est unanime là-dessus, c'est qu'en réalité, la régulation est favorable à la productivité. Bien sûr. Pourquoi? Parce que quand vous ne faites pas de régulation, vous avez Fukushima, Tchernobyl, puis les gens après ils disent on ne fait plus de nucléaire. C'est pour ça qu'il faut la remettre à l'endroit, la régulation et la réglementation. Il faut la juste régulation. On devrait, si on n'avait pas eu ces 2 accidents, on serait probablement avec du nucléaire plus sûr aujourd'hui, avec de la 4e génération, c'est-à-dire des neutrons rapides, hyper efficaces, qui consomment 15 à 20 fois moins de matériaux fissibles que c'est le cas aujourd'hui. Je peux vous répéter cet exemple dans beaucoup de domaines. Véhicules autonomes, c'est la même chose. On a eu beaucoup de problèmes parce que la régulation était impropre, il y a eu des accidents. On a essayé de retirer leur licence à un certain nombre d'acteurs là-dessus. Et donc c'est quelque chose de nature à finalement faire reculer les innovateurs. Mais l'Europe voulait protéger son marché au départ. Non, l'Europe n'a pas eu de vision, elle a une vision technocratique, elle n'a pas une vision politique, malheureusement. J'aurais adoré qu'on puisse dire ça, à la limite, mais moi je les ai vus, ces textes construits, on a été consultés. Je me rappelle quand il y a eu la directive cookie, on était 3-4 à dire, mais vous êtes malade, il faut faire un Git, c'est-à-dire un repository avec du code dedans pour expliquer où est-ce qu'on va cliquer. Total, maintenant, on n'arrête pas de cliquer à oui, non, des trucs qu'on ne comprend rien. C'est absurde. La lassitude du consentement. Moi, je n'ai pas voté pour cette Europe. Et je vote pour une Europe qui a une expression politique. D'ailleurs, c'est la même chose dans tous les champs. On parle de courage, là. Non, je pense qu'on parle de volonté. Plus que de courage, c'est à un moment de dire qu'est-ce qu'on veut ensemble. Et ce travail, on ne l'a pas fait. Le courage, c'est à la fin, quand justement on est submergé, de se dire... mais finalement, comment on va reprendre ça en main? Ça, c'est plus difficile. Mais il y a un moment, il y a 20 ans, je pense qu'il fallait dire, finalement, est-ce qu'on veut être une plateforme technologique?
Est-ce que cette plateforme, on l'a fait en ayant des délégations de souveraineté? Aujourd'hui, avoir 27 CNIL, c'est, pour beaucoup d'entre vous qui sont des innovateurs, c'est stupide et absurde. On y passe trop de temps. On y passe trop de temps alors qu'on devrait vraiment s'intéresser à la valeur, à la transformation du capital humain, parce qu'il est ici question aussi d'acquisition de compétences. Et ça ne va pas être facile. Ça ne va pas du tout être simple pour nous. Alors aujourd'hui, dans les standards qui évoluent, est-ce que nous ne sommes pas, en fait, dans une stratégie où on a cette force brute à coup de puissance de calcul, la guerre à la puissance de calcul, et une autre stratégie qui est en train de se dessiner, celle du chat maigre, entre guillemets, cher à la Chine, c'est-à-dire on fait plus petit, open source, plus agile. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, tous les process se réinventent. Donc pour nous aussi, c'est un challenge. Et on est pris en étau entre peut-être ces deux logiques, voire une troisième. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ah oui, je pense beaucoup de choses, mais ce qui se passe est vraiment intéressant. D'un côté, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle du blitzscaling. Vous mettez le plus d'argent possible au travail avec un rendement assez faible, mais l'objectif, c'est entre guillemets de faire peur à tous les acteurs d'innovation. Et si vous voulez innover dans le domaine de l'intelligence artificielle, on parle en milliards, en dizaines de milliards. Et donc, vous avez une concentration d'innovation qui est favorable finalement à des oligopoles. Donc, c'est les GAFAM, ce qu'on appelle maintenant les 7 magnifiques aux États-Unis, puisque c'est un peu plus que les GAFAM, et auxquels on pourrait rajouter des OpenAI, mais ça se joue dans une cour extrêmement fermée. Et puis vous avez effectivement la Chine qui a une logique qui est de dire, en fait, on a moins de puissance de calcul et donc il faut qu'on soit plus académique. Et c'est tout à fait passionnant parce que vous vous rendez compte que les gens qui travaillent sur les cœurs de modèles, l'expérience DeepSeek est vraiment fondamentale. C'est-à-dire DeepSeek qui est retourné sur finalement des vecteurs au sein de CUDA, qui est le framework juste au-dessus des GPU. Et en manipulant ça, il réussit à faire quelque chose qui est beaucoup plus efficace que tout ce qui préexistait. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être très favorable à l'Europe. Si vous voulez, l'Europe est complètement engoncée dans des problématiques d'intégration de marché. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un effet d'échelle, Criteo est un bon exemple à cet égard. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier du marché européen parce que l'effet d'échelle s'exprime à l'échelle des pays. Et dès que vous changez de pays, vous recommencez à zéro, sachant que votre régulateur n'est pas le même et que vous ne pouvez pas avoir cette expression. On parle beaucoup de la barrière de la langue. Elle n'existe plus en réalité. C'est-à-dire que notamment avec les LLM, vous n'avez absolument plus de barrière de langue. En revanche, vous avez une barrière réglementaire qui s'exprime à l'égard de chaque texte de façon différente. C'est-à-dire que vous avez l'autorité du marché financier, l'autorité de la concurrence, l'autorité de la data, l'autorité de l'audiovisuel. Oui, mais qui va imposer le standard? Le plus fort? Mais c'est le standard politique, c'est juste de dire on intègre tout ça, et c'est ce que dit Draghi à longueur de journée. L'autorité des marchés financiers, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas lever d'argent à grande échelle. Donc l'Europe est en réalité en train de mourir. Les gens sont contre, les consommateurs sont contre, les entreprises sont contre, etc. Moi qui ai passé 9 ans là-bas, je trouve qu'il y a une absence de volonté politique qui est absolument flagrante et qui nous tue tous les jours. Et pourtant, vous avez des gens qui sont hyper bons dans tous les domaines, meilleurs qu'ailleurs d'ailleurs. Et donc le vrai sujet, c'est finalement comment on reprend ce sujet-là et comment on arrête de se dire, en fait, c'est la technocratie qui dirige et donc qui ne met que des barrières et qui n'a plus de projet. Draghi l'a exprimé remarquablement bien dans son rapport. Et alors qu'on a plus d'experts, que probablement il y a plus de vision, plus de capacité finalement à avoir une profondeur académique qui relie le business, eh bien ça ne s'exprime pas. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on fait Caféia. C'est aussi pour ça qu'on essaie de mettre les gens ensemble, pour que finalement, dès que vous avez des gens qui commencent à avoir une plateforme d'accord, en fait, ça devient automatiquement politique. Et ça remonte, et ça arrive à avoir une traduction qui est capable entre guillemets, de cranter quelque chose à toutes les échelles. Donc finalement, ce que nous sommes en train de faire avec les Caféia, c'est de redonner du sens à un espace public. C'est ce que disait Habermas. On essaie de construire quelque chose. Alors si vous avez des questions dans la salle, je les prends. Oui, alors. Louis. Bonjour, Maxime Conner, je suis directeur e-commerce. J'ai une question pour Liva et Yann. On se pose des questions sur des projections à 5 ans.
Aujourd'hui, on parle beaucoup du RGPD, de la data client, visiteur, etc. Encore faudra-t-il générer du trafic et de la vente avec le bouleversement généré par les modèles conversationnels aujourd'hui. Comment vous adaptez-vous dans l'immédiat à l'ancien modèle, notamment sur les modèles Google, donc shopping, search, SEO. Désormais, on passe sur de la discussion avec des espaces d'annonceurs qui sont considérablement réduits. Comment arrivez-vous, d'une part, pour Yann, à vous adapter à ces modèles-là, qui ont valeur d'autorité beaucoup plus forte, en plus qu'un moteur de recherche classique, et comment pilotez-vous vos coûts d'acquisition, votre cycle de vie client, et par conséquent, tout ce qui peut être ensuite lié au retargeting et au retour sur investissement publicitaire. Marketing purement opérationnel, je reviens les pieds sur terre. Tu as le droit de garder des secrets. Oui. Non, ben on va faire en gros, l'idée nous derrière, c'est on a toujours joué sur la partie authentique, donc en fait, on a accéléré sur des contenus qui vont justement être un peu plus axés sur toutes les questions qui peuvent être posées. Donc en fait, on va s'intéresser aux questions autour les questions de nos clients. Donc, quelque part, on reste dans notre rôle. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de révolution, il y a peut-être un peu la forme qu'on y met. Après, au niveau du marketing, actuellement, je vais être transparent, chez nous, on a à peu près 50% de trafic SEO, 50% de trafic payant. Dans le trafic payant, c'est toute une ribambelle de partenaires. Le SEO et les agents conversationnels ne sont pas, c'est pas incompatible, clairement. Si on sort du simplement un produit, un prix. Or, nous, en tant que distributeurs, on considère qu'on a une valeur ajoutée à amener. Je ne fais pas du référencement à la Amazon, c'est-à-dire je ne référence pas un produit avec une photo, un prix et les données fabricants. Donc clairement, aujourd'hui, notre choix d'amener de l'expertise au sein de nos fiches produits, au sein de nos pages de contenu, elle est payante dans ce domaine-là, même si, je vais être honnête, aujourd'hui, le trafic qui est généré par les moteurs les agents conversationnels est extrêmement faible. Pas parce qu'il ne va pas chez nous, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les gens ont déjà le réflexe de demander, mais ça va arriver, de demander à aider à choisir un produit. Alors, je rebondis sur ce que dit Yann. Là, on est enfin dans un moment de transition où précisément les habitudes de navigation et l'endroit où on va aller en premier lieu, c'est encore pour l'instant le web. Bientôt, ça va être les agents conversationnels, mais on n'a pas les mêmes habitudes et il faut qu'elles se transposent. Néanmoins, là, je vais répondre de deux manières. Alors, d'une manière un peu plus ancrée dans le présent, il y a cette question justement d'avoir des discussions avec les pourvoyeurs, les fournisseurs d'agents conversationnels pour voir quels sont les modèles économiques, parce que pour l'instant, il y a un peu une guerre de prise de marché, prise de part de marché, c'est le grand enjeu pour l'instant, presque gratuitement. Donc, il y a des abonnements, mais c'est presque gratuitement, et l'économie qui est derrière n'est pas encore complètement développée. Elle n'est pas développée notamment parce que ce que nous avons chez Criteo, ce qu'il y en a, c'est des données d'une nature différente. Ce n'est pas celles qui sont accessibles automatiquement. Nous, on a des données d'interaction entre un utilisateur, des produits, de l'achat, etc. C'est des données qui ne sont pas accessibles naturellement par ces acteurs-là. Et donc, on est en train de réfléchir à des collaborations pour voir comment on pourrait inventer l'Internet de demain. Et pour ça, et ça c'est le deuxième aspect qui est moyen-long terme, c'est que chez Criteo, dans le lab, nous on a une équipe qui s'appelle une équipe Marketplace, on a une équipe qui travaille sur la théorie des jeux et qui travaille sur l'économie et l'IA. Et donc comment est-ce que l'IA et le principe et les capacités qui sont fournies par l'IA à transformer dans des données dans de l'information importante peut être utilisée dans une logique de marché. Et donc c'est ce qu'il y a en fait quand on fait de la publicité en ligne, c'est ce qu'on fait. Et donc on essaie de capturer les invariants pour qu'ensuite on puisse les déplacer directement à ce nouveau modèle qui va certainement arriver, on ne sait pas quand, c'est le premier qui va tirer, en fait, ça va changer le marché, qui va dire, ah ben voilà, maintenant on fait de la recommandation produit avec de l'achat possible dans mon agent conversationnel, ça va arriver je ne sais quand, dans 1 ou 2 ans, mais c'est le premier qui va shooter, qui va transformer le secteur, et en fait on travaille avec eux, et on est déjà en train d'anticiper la manière dont la monétisation va se transformer.
Alors, nous sommes pris par le temps. Je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a réussi l'exploit à faire se réunir Criteo, Iron, Gilles Babinet avec les Cafés IA, et merci d'avoir participé à ce 3e Café IA de l'association d'intérêt général Dataring. Vous voyez que ce qui est extrêmement stimulant, c'est qu'on se réinvente à chaque fois. Si vous avez des questions à leur poser, vous pourrez les rencontrer dans l'espace de convivialité dédié, puisqu'on va poursuivre sur des podcasts et sur des interviews. Vous avez vu que les questions sont vraiment tellement intéressantes et il y a tellement d'enjeux. Nous en reparlerons, vous pouvez nous suivre. Vous avez notre stand plus loin, vous pourrez avoir accès aux replays et aux interviews et aux podcasts.